oui, ce que je propose, c'est il nous reste une dizaine de minutes pour un débat général avant la conclusion. Donc, par rapport à l'ensemble des présentations qui ont eu lieu, donc en dehors de chaque présentation spécifique, s'il y a des questions générales ou des remarques, des observations, à voir dans les participants, vous êtes d'horizons très divers, donc c'est aussi intéressant de pouvoir confronter un peu vos différents avis. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre la parole pour donner son point de vue, je vois qu'il y a autant les représentants de l'industrie publicitaire que les représentants de résistance à l'agression publicitaire. Donc voilà au moins une occasion de débat. Sinon, on peut prendre dans les questions qui viennent sur l'écran. J'ai vu tout à l'heure une question sur le conseil de l'éthique publicitaire avec un avis, juste parce que connaissant un peu l'organisation de l'RPP, il faut essayer de ne pas trop mélanger, donc, parce qu'il y a vraiment trois instances à l'intérieur. Et une caractéristique, c'est que les trois instances sont vraiment indépendantes les unes des autres. Il y a vraiment un travail qui est fait par le conseil paritaire. Il y a celui qui est fait sous la présence de Dominique Volton à l'intérieur du conseil, et puis il y a le jury. Donc, c'est-à-dire que les préconisations ou les avis de l'une ou autre instance n'ont pas forcément de lien avec l'organisation même de l'autorité de régulation. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou donner son avis, poser une question? Je suis désolé, du coup, je vais reprendre la parole puisque je me permets de le faire, puisque personne ne l'apprend. Du coup, c'était pour revenir sur cette question de l'éthique, et parce qu'elle est vraiment en lien avec la question de la régulation. Toute la question qui me semble se poser, et ça a traversé toutes les présentations jusqu'à présent, c'est de savoir si une publicité était ou non du greenwashing, si une publicité était ou non responsable, parce qu'elle respectait un certain nombre de règlements qu'on pouvait déplorer être trop nombreux en France, par exemple, ou pas assez. Et du coup, c'est pour ça que je trouve important de remettre sur le tapis la question de l'éthique, du choix, de la responsabilité subjective des publicitaires, des professionnels, des humains, hein, qui décident en leur âme et conscience de diffuser certaines publicités, parce que c'est peut-être là un moyen de se sortir du faux débat trop régulé, pas assez régulé. Alors évidemment, c'est subjectif de l'éthique, c'est le principe, sinon ce ne serait pas de l'éthique. On peut pas d'un côté déplorer la régulation publicitaire extrêmement importante en France, et de l'autre côté se cacher derrière le fait que des publicités, tant qu'elles sont dans la loi, on peut les diffuser et on n'a pas à se poser la question éthique. Donc vraiment, j'ai pas de réponse, c'est une réflexion ouverte et je termine là-dessus, mais cette balance entre régulation juridique et choix éthique véritablement responsable, qui est peut-être au cœur des débats sur la publicité et environnement. Oui, là-dessus, je pense on est tous d'accord avec ça. Mais vous avez souligné vous-même la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut définir. Moi, je considère que une bonne base, c'est quand même le texte de loi de février 2020, anti-gaspillage et économie circulaire, qui dit que dans tous les cas, la publicité ne doit pas inciter au gaspillage. On verra ce que dit la jurisprudence. Il y a depuis le 1er août la nouvelle recommandation de développement durable qui est assez précise, et sans vouloir défendre ce qu'a pu faire la RPP, je ne connais pas de recommandations de développement durable, en tout cas en Europe, que je connais bien pour y travailler, qui soit aussi ambitieuse. Donc, c'est-à-dire, voilà, moi je me dis, l'organisation elle est certainement imparfaite, mais on a quand même déjà une bonne base écrite, assez détaillée sur un certain nombre de principes à respecter dans la publicité. Question un peu fondamentale derrière, c'est qu'il y a une critique assez forte sur le monde de la pub. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi aux problématiques du marketing,
parce que, comme le disait Mathieu Janich dans son intervention, si dans une publicité vous indiquez que votre produit est écologique, vous êtes retoqué par le jury de déontologie de la pub, mais sur votre produit, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, parce que là, on considère que c'est du marketing. Donc, vous pouvez appeler votre produit écologie quelque chose, nature quelque chose, etc. Ça, il n'y a personne qui peut remettre en question. Donc, il y a peut-être aussi une analyse un peu plus forte à faire, plutôt qu'une focalisation extrême sur le sujet de la pub. J'aimerais bien aussi que les efforts et la critique qu'on a sur la publicité puissent s'étendre à d'autres domaines. Il y avait une question de Thomas Bourgeonneau qui lève la main. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ouais. Moi, je voulais déjà, je vais me présenter, je suis Thomas Bourgeonneau de Résistance à l'agression publicitaire. Et il y a une question qui a été posée dans le chat et auquel Albert Asséraf n'a pas répondu du tout. C'était sur l'impact des écrans numériques d'affichage extérieur, qui, je pense, est une question qui est assez importante et qui revient souvent. Il l'a abordé sur une slide, mais on n'a pas trop compris quelle était la position de JCDecaux, quel était vraiment l'impact de ces écrans dans leur activité, typiquement. Deuxième point, c'est on parle beaucoup, alors là, dans le monde publicitaire aime beaucoup parler de la publicité comme étant le bras armé de la transition écologique. Je reprends le terme issu de l'avis du CEP de septembre dernier. Pour l'instant, le seul exemple qu'on a, c'est des publicités thermiques qui passent à des publicités électriques. Or, à peu près tous les rapports de l'ADEME depuis 10 ans disent que le bénéfice écologique de la voiture électrique est vraiment loin d'être gagné. Si c'est le seul élément à apporter au dossier, moi j'aimerais bien des exemples concrets d'une publicité qui amène vraiment à changer les comportements, pas juste passer une voiture thermique à une voiture électrique, mais vraiment à faire en sorte qu'on ait un impact moindre sur l'économie et sur l'écologie. Voilà. De laisser la parole à Albert Asséraf qui connaît mieux le sujet. Moi, j'avais vu sur ce thème-là une belle étude qu'a fait Pierre Galliot de l'ADEME sur les panneaux numériques, où, alors je cite de mémoire, mais il faut vérifier, qu'un panneau numérique, c'est 240 kilos d'émissions de GES par an, ce qui représente un vol Paris-Berlin, et que sur l'ensemble de la durée de vie d'un panneau, c'est-à-dire sur une base de 10 ans, on est sur 2,4 tonnes, ce qui représente là un vol Paris-New York. Mais en dehors même de l'émission GES en termes de consommation énergétique, là, il faut également prendre en compte les matières premières. Et là, de mémoire, mais j'ai peur de me tromper, on est quand même sur 8 tonnes par panneau. Pour JCDecaux, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un chiffre qui circulait pas mal, qui était un panneau, c'est l'équivalent de 3 foyers. En fait, dans les auditions que j'avais pu faire à l'époque pour mon rapport, on s'est aperçu qu'il y avait quand même, c'est un chiffre qui avait beaucoup circulé, mais qu'on était quand même plus proche de un foyer actuellement et qu'on était sur une piste décroissante. Et puis, j'aimerais bien rebondir sur la question qui est posée pour poser la question, parce que j'ai vu il y a quelques jours une annonce de JCDecaux d'atteindre la neutralité carbone en 2021. Donc, si Albert, tu peux confirmer ce chiffre. Oui, bien sûr. Alors d'abord, pour répondre à la question de monsieur sur le parc des écrans digitaux, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins de 3% du parc de JCDecaux dans le monde. Et je pense que c'est à peu près de même nature chez nos confrères et concurrents. Donc on est sur quelque chose de marginal en termes de nombre. Et je rappelle que pour la France, mais c'est vrai pour tous les pays, la France, c'est extrêmement réglementé, les écrans digitaux, c'est-à-dire que si une ville n'en souhaite pas sur son territoire, elle a tout à fait la capacité à les interdire totalement ou à les réguler ou à les encadrer. C'est chaque ville qui décide, comme vous le savez, puisque vous connaissez bien le sujet, dans le cadre de ces règlements locaux de publicité. Et donc, c'est à l'initiative de chaque ville
Alors, il y a des villes qui en souhaitent, par exemple, une trentaine sur leur territoire, d'autres qui en veulent 50 et d'autres qui en veulent zéro. Et je rappelle que si une ville, par exemple, en veut 30 sur son territoire, la moitié de l'espace est pour sa propre communication, ce qui lui permet d'avoir des communications temps réel sur, par exemple, la sécurité, sur les gestes barrières en ce moment. Et par exemple, à Paris, hein, vous avez de très nombreux écrans digitaux d'information municipale. C'est plusieurs centaines hein, d'écrans digitaux qui ne diffusent pas de publicité, mais qui diffusent de l'information municipale. Et donc, pour revenir au deuxième aspect qui était la consommation pour les foyers, c'est en effet l'équivalent de la consommation d'un foyer, puisque il faut considérer la consommation du chauffage. Quand on passe à 3 foyers, c'est quand on n'intègre pas tout ce qui est chauffage eau chaude, donc c'est une manière différente de faire un calcul. Et enfin, sur la neutralité carbone, nous, on a fait ces travaux, on s'est engagé, ce sera fait pour 2021. D'autres entreprises hein, qui ne sont pas de notre secteur se sont engagées pour 2030, 2040. Nous, on a considéré que c'était une urgence absolue et donc nous avons décidé d'être neutre en carbone dès 2021 en France. Je vois une précision qui s'est affichée sur l'écran, donc 160 écrans à Paris. Voilà le chiffre tout à fait précis. Mais une fois de plus, hein, chaque ville peut décider, et il y a des villes qui ont décidé de ne pas en installer, et d'autres qui l'ont décidé par un marché public comme il se doit. Ok, merci. Est-ce qu'il reste une question avant de passer à la conclusion? Une question ou une remarque, une observation? Renaud Fossard, je voudrais bien faire un commentaire. Merci. En fait, je voudrais profiter de l'audience d'un certain nombre de chercheurs en info-communication pour poser la question de la régulation et la régulation des contenus, qui est finalement assez peu étudiée, et de l'opportunité de peut-être le faire avec les gens qui travaillent en sciences politiques. Je m'explique. Là, le titre du séminaire aujourd'hui est Pub et transition, et parfois on a vite tendance à se tromper d'enjeux, c'est-à-dire que la question des supports, la question de la consommation énergétique des panneaux JC Deco est un vrai sujet. Néanmoins, en termes de transition écologique, par exemple, est-ce que la France sera dans les rails de la COP 21 ? Ce sont les contenus et les volumes de publicité qui jouent. C'est là qu'on a le nombre de porte-conteneurs qui rentrent dans les ports tous les jours. C'est là vraiment qu'on a les très gros enjeux. Donc sur les volumes, j'en parle pas, mais les contenus. On a eu cette intervention de Jeannine Guyenne sur l'enjeu de l'obsolescence. La question que je veux poser est la suivante. Le monsieur de JC Deco ou le premier intervenant ont indiqué que ce n'était pas forcément de leur légitimité d'aller dire eux-mêmes, pour JC Deco, d'aller dire quelle pub était éthique ou pas. Et le premier intervenant nous a expliqué que les agences ne sont pas toujours les mieux placées, enfin je crois, si j'ai bien compris, hein, pour aller dire quels sont les contenus valides ou pas. Ils ont des donneurs d'ordre qui les financent, ce sont les annonceurs. Et ces annonceurs, là, ça a été également dit, on va dire, se cachent un petit peu dans ces débats. Aujourd'hui, ce qui régule précisément les contenus sont les agences et les annonceurs. Donc, il y a quand même une question, une double question, l'efficacité et la légitimité. L'efficacité, on a eu l'intervention de M. Janich, qui nous a donc donné des stats tout à fait précises, mais basées sur les règles de la RPP, qui sont les règles de la Chambre internationale de commerce et qui sont les mêmes règles à peu près dans tous les pays. Je pense que Jeannine Guyenne, par exemple, aurait d'autres règles à soumettre et on aurait beaucoup plus de cas de greenwashing. Donc, ça dépend vraiment des règles. Et l'autre, c'est la légitimité. Donc, comment demander à des annonceurs de baisser leur chiffre d'affaires, mettre des femmes, utiliser la sexualité pour vendre des voitures, ça fonctionne. Il faudrait donc leur demander de baisser leurs profits pour être en accord avec l'éthique et les attentes de la population. On voit bien qu'il y a une contradiction. Il faut avoir une légitimité politique pour faire ces choix-là. Donc, on serait vraiment preneur. Donc, pardon, Renaud Fossard, je travaille avec la société civile, j'ai coordonné le rapport Big Corpo, je suis adhérent de Résistance à l'agression publicitaire, j'aurais dû me présenter auparavant. On serait vraiment preneur de la part des chercheurs en sciences de l'information et de la communication de travaux sur la notion d'efficacité et l'enjeu de la légitimité de l'autorégulation des contenus de la publicité pour les enjeux de transition. Merci. Ok, pour ma part, rien à ajouter par rapport à ce que vient de dire Renaud. Il faut rendre honneur à Résistance à l'agression publicitaire d'avoir un rapport Bicorpo qui mérite. Pour ma part, et Renaud le sait, beaucoup de désaccords.
mais c'est vraiment un document de référence qui est super bien documenté. Donc, ça veut dire que ça mérite qu'on l'ouvre. Et le grand colloque qu'ils ont organisé il y a 2 ans avec justement beaucoup de chercheurs était vraiment super intéressant. Donc voilà, ça montre qu'au moins ça bouge un peu. Il y a un point dont on n'a pas discuté, parce que là, en tout cas, sur ces derniers moments, on s'est un peu focalisé sur la publicité extérieure. C'est quand même le travail qui est fait par pas mal d'associations. Je pense à Entreprises pour l'environnement, je pense un peu à l'Union des marques, qui est de dire, à minima et sans nous contraindre, est-ce qu'on peut essayer aussi de réfléchir à l'imaginaire qu'on véhicule? Parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on est à peu près tous d'accord. Et pour le coup, les professionnels, ça ne les gêne pas, parce que déjà, ça leur permet de se positionner un peu différemment. Mais est-ce que quand on vend une bagnole, on est toujours obligé de mettre un mec la quarantaine dominante au volant de sa voiture? Est-ce que à chaque fois, c'est toujours un peu les mêmes stéréotypes qui viennent dans la publicité? Donc, voilà, il y a des points. Là, on a passé 2 heures et demie, mais je m'aperçois que c'est tout à fait insuffisant parce qu'il y a vraiment plein d'autres champs. Donc, je ne sais pas sous quelle forme on peut continuer, mais je pense qu'on est sur un sujet qui est super, super important. J'espère que Albert nous en veut pas parce que il s'est dévoué pour représenter les professionnels et du coup ça s'est un peu focalisé sur les panneaux. Mais c'est vrai que le champ il est gigantesque et c'est vrai que quand on parle de la publicité, moi ce que je vois aussi c'est que la moitié des recettes publicitaires elles vont maintenant dans les GAFA et le numérique, donc il faut aussi faire attention quand on parle de pub à bien savoir de quoi on parle. On n'est pas encore sur de l'affichage, de la télé, etc. On est quand même, il y a une évolution très, très, très forte ces dernières années. Mais je ne vais pas me relancer le débat parce qu'il faut clairement un chapitre 2. Bernard, je te propose de passer la parole pour donner la conclusion. Et avant juste je réponds juste à Renaud. Effectivement, d'un point de vue méta, en infocom, les travaux sur la publicité, ça oscille entre des périodes où il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ces sujets et des périodes où il y en a peu. Et c'est vrai qu'actuellement, ces dernières années, il y a peu de chercheurs et peu de travaux sur la publicité, encore moins sur l'impact, encore moins sur les liens, sur les thématiques qu'on a traitées aujourd'hui. Donc c'était aussi l'objectif un peu de la CCS, de lancer un peu aussi un pavé dans la mare. C'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec la Société française des sciences de l'information et de la communication et certains groupes de recherche dans cette société-là, pour que ça suscite des sujets, des débats, des réflexions et peut-être des projets et des études. Donc à volontiers aussi pour lancer des projets et des collaborations entre chercheurs de différents domaines, mais aussi en lien avec des professionnels, des spécialistes, des communicants, pour lancer ces sujets de recherche-là, parce que c'est des sujets, et bien souvent, on enseigne ces domaines-là et ces disciplines à nos étudiants, mais on n'est pas assez, et on est en manque nous-mêmes aussi, de références qui peuvent être aussi un peu critiques. Et c'est un peu le rôle de la recherche aussi, d'être critique. Oui, surtout que pour les enseignants, comme tu dis François, les enseignants sont aussi de plus en plus interpellés par leurs propres étudiants sur ces thèmes-là, c'est-à-dire remettre en cause l'enseignement qu'on peut leur donner quand on leur parle de publicité. Ce qu'on disait un peu en introduction, c'est que la recherche, elle se fait un peu focalisée en matière de publicité. Alors, si j'enlève les sciences de gestion, où on est sur l'efficacité et la performance publicitaire, dans le domaine des sciences de l'infocom, qui réunit la plupart des chercheurs aujourd'hui, c'est soit les études un peu études sémio sur le signe, un peu les messages qui sont donnés, ou alors les recherches sur le contenu des messages et le greenwashing. Et ça, il y a eu quelques travaux, notamment dans la revue Communication et Organisation. Et puis quelques travaux là en lien avec JC Decaux, notamment dans l'étude en communication. J'avais vu une étude d'Olivier Chantraine sur la publicité espace urbain. Donc il y a quand même quelques études, mais voilà, c'est totalement dispersé. Donc si nous, Académie, on peut réussir à donner un peu cette envie, cette motivation d'être sur un sujet aussi important que celui-là, ce sera déjà ça de gagner. Voilà, Bernard, je te passe la parole. Merci. Écoute, tu me laisses juste quelques secondes pour Tu terminer. Comme on l'a dit, là, on a touché beaucoup de sujets. Je pense que ça ouvre beaucoup de pistes riches et intéressantes sur des choses sur lesquelles on doit travailler. Moi, j'ai une interrogation, en tout cas un constat sur le rôle des professionnels en communication qui a été évoqué d'emblée, mais
d'abord, la transition écologique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement dans les perceptions. On voit que l'arrivée de la génération, disons, des 15-25 ans commence à avoir un impact majeur. On les a comme étudiants. Et ce sont des consommateurs aussi en puissance, sont en train de transformer complètement la priorisation des questions environnementales par rapport à ce qui pouvait exister il y a 15 ou 20 ans, ou à l'époque où, quand j'étais jeune, on en parlait aussi, mais on était pas mal moins nombreux à en parler. Ce que ça signifie, c'est dans le rôle des professionnels en communication, c'est pas tant de définir les normes, parce que les normes sociales, elles évoluent, elles changent, mais c'est en tout cas, c'est une revendication que plusieurs ont, que la profession essaye d'avoir, de jouer le rôle d'intermédiaire et de relayeur entre les publics et les différentes organisations. Le numérique peut être très intéressant et très utile pour ce faire, pour avoir une meilleure appropriation, un meilleur constat sur la façon dont les publics, les employés, les clients, les différents partenaires réagissent, et d'utiliser cet accès-là ou ces informations-là pour pouvoir contribuer à l'évolution des organisations qui, de toute façon, sont en train de se faire. Mais ça, c'est peut-être l'invitation que je nous lance, de travailler aussi et de pouvoir mieux jouer le rôle d'intermédiaire ou de relayeur entre les préoccupations et les risques à la réputation qui sont impliqués par des comportements comme certains qui ont été présentés aujourd'hui, des comportements qui auraient sans doute été acceptables il y a quelques années, qui ne le sont plus du tout. La présentation de John a été fascinante pour ça, pour voir ce qui se faisait il y a 15, 20, 30 ans, mais c'est la même chose quand on regarde les publicités pour la cigarette, quand on voit des médecins qui recommandaient dans la publicité de fumer et qui disaient que c'était bon pour la santé. Ça fait partie des évolutions, je dirais, normales. La transition écologique, c'est l'évolution à laquelle on est confronté aujourd'hui, et le monde est en train de changer. On essaye de s'adapter avec. Alors, je remercie tout le monde, je remercie mes collègues de la CCS, et j'espère qu'on va être capable je suis sûr qu'on va être capable de trouver une suite et des conclusions à partir des échanges très, très intéressants, très fructueux qu'on a eus aujourd'hui. Merci. Et pour avoir la suite, n'oubliez pas de nous suivre. On a un compte Twitter de l'Académie, donc pour vous tenir un peu au courant de toutes nos actualités. Peut-être le plus simple, c'est encore de suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et voilà, on vous tiendra au courant. On a l'ensemble des emails par l'inscription, donc on enverra les éléments de synthèse par là pour informer tout le monde. Et encore merci pour votre participation. Encore merci à nos partenaires aussi, qui sont présents. Et au plaisir de rééchanger avec vous à l'occasion d'un nouveau séminaire et d'un nouveau colloque de la CCS. Bonne soirée à toutes et tous. Et merci pour votre présence et pour votre écoute. Et merci à nos participants pour leur présentation également. Au revoir à tous. Au revoir. Je vais interrompre la réunion, Bernard. Donc, oui. Ou tu l'interromps de ton côté, peut-être pour l'enregistrement, pour le cloud, c'est bon de ton côté? Non, mais moi, je ne l'ai pas enregistré. J'avais lancé l'enregistrement, donc je pense qu'il faut que j'arrête l'enregistrement, c'est ça? Arrêter l'enregistrement. Quand tu vas arrêter la réunion, il va s'arrêter, mais tu peux l'arrêter. D'accord. Arrêter l'enregistrement. Qui m'a répondu?